le 2 avril 2025. Un jour que Donald Trump a baptisé Libération Day. Ce jour-là, le président américain, dans un geste à la fois spectaculaire, déconcertant et redouté, annonce une série de tarifs douaniers massifs sur 56 pays, certains jusqu'à 54%, une offensive économique d'une brutalité rare, mais c'était que le début. Quelques semaines plus tard, alors que le monde tentait encore de comprendre les contours de cette nouvelle guerre commerciale mondiale, une lettre fuitée, adressée par Trump au Premier ministre japonais, a enflammé les réseaux sociaux. Une lettre truffée d'erreurs, de fautes, de menaces à peine voilées et de maladresses diplomatiques d'un autre temps. La Maison-Blanche, épicentre du pouvoir mondial, s'est retrouvée accusée de fonctionner avec des amateurs. Dans cette vidéo, on décrypte ensemble le contexte économique et politique du Libération Day, le contenu exact de cette lettre devenue virale, les réactions internationales, notamment du Japon et de la Corée, et surtout, ce que tout cela révèle du fonctionnement de la présidence Trump et de l'avenir des relations internationales. Nous sommes en 2025. Donald Trump a remporté un second mandat dans un climat plus polarisé que jamais. Et s'il y a une constante chez lui, c'est bien son obsession pour le commerce extérieur. Depuis sa première présidence, Trump considère que les États-Unis sont floués dans leurs relations commerciales, que des puissances comme la Chine, le Japon ou l'Union européenne profitent d'accords déséquilibrés. Pour lui, faire payer les autres est non seulement un levier économique, mais aussi un symbole de puissance. Le 2 avril, il officialise donc ce qu'il appelle le Liberation Day, 56 pays ciblés, des tarifs douaniers allant de 10% à 54%, de Zilli, à objectif affiché « Libérer l'Amérique de la dépendance étrangère ». Justification, déséquilibres commerciaux et absence de respect mutuel. La décision déclenche immédiatement des réactions de panique sur les marchés, des tensions diplomatiques, des négociations express à Washington. Certains pays comme l'Allemagne ou le Mexique tentent rapidement de trouver un terrain d'entente. D'autres, comme le Japon et la Corée du Sud, choisissent une posture plus ferme. Et c'est là que tout bascule. Le 8 juillet 2025, alors que les négociations commerciales piétinent, Trump décide de publier publiquement une série de lettres adressées à 14 pays réticents, via sa plateforme Truth Social. Parmi eux, Japon, Corée du Sud, Inde, France, Brésil, mais c'est surtout la lettre adressée au Premier ministre japonais Shigeru Ishiba qui attire l'attention. Un journaliste japonais la décortique et ce qu'il découvre choque le monde entier. Au Japon, c'est l'humiliation. Le Premier ministre Ishiba réagit vivement. Nous ne céderons pas au chantage économique, encore moins lorsqu'il est présenté sous forme de lettres bâclées et irrespectueuses. Les réseaux sociaux japonais explosent. Les hashtags comme American Bullies, Tariff Insanity ou Grammar War, même montrant des correcteurs d'anglais corrigeant Trump, débat télévisé sur la crise de crédibilité du leadership américain. En Corée du Sud, même ton, le langage utilisé est inacceptable dans une communication diplomatique. En Europe, la lettre est citée comme preuve du déclin du professionnalisme dans la diplomatie américaine. Certains parlent même d'un retour au nationalisme brut et vulgaire, digne du XIXe siècle. Pour les analystes, une question domine. Que cherche réellement Trump ? Les options sont multiples. Option 1, un bluff à la Trump, une tactique classique, créer un choc, faire peur, puis obtenir un accord rapide. Il l'a déjà fait avec le Mexique en 2018, la Chine en 2019, mais cette fois, le nombre de pays concernés et le langage employé rendent ce bluff beaucoup plus risqué. Option 2, une guerre économique globale assumée. Certains pensent que Trump prépare un vrai découplage mondial, désengagement des chaînes de production internationales, relocalisation accélérée de l'industrie américaine, fin du multilatéralisme et retour aux blocs économiques rivaux. Bref, une nouvelle guerre froide, non plus militaire, mais commerciale. Option 3. Une stratégie électorale. Enfin, n'oublions pas l'essentiel, Trump reste un communicant. L'idée de Libération Day parle à sa base. Elle alimente le sentiment nationaliste, donne l'image d'un président fort, prêt à défendre les intérêts américains à tout prix, même contre le Japon. Mais ce jeu est dangereux, très dangereux.
La Chine, patiente mais vigilante, Pékin a appris à gérer Trump. Derrière une façade calme, le gouvernement chinois renforce ses relations avec les pays visés par Trump, comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou la Turquie. Plus Trump isole l'Amérique, plus la Chine se pose en alternative. Signe révélateur, le lancement d'un programme sino-asiatique d'assistance douanière pour compenser les surtaxes américaines et renforcer le yuan comme monnaie de référence régionale. La Russie, le chaos comme opportunité, le Kremlin jubile. Pour Vladimir Poutine, cette fracture entre les États-Unis et leurs alliés traditionnels Japon, Corée, UE est une occasion unique de renforcer son influence énergétique, briser l'unité transatlantique et remettre en cause l'ordre libéral mondial établi depuis 1945. Trump fait en quelques lettres ce que Moscou essaie depuis 10 ans, détruire la diplomatie occidentale, écrit un analyste à Moscou. Face à Trump, l'Union européenne vacille. D'un côté, des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, très exportateurs, veulent éviter l'escalade et conclure des accords rapides. De l'autre, la France, l'Espagne ou l'Italie poussent pour une réponse unie et ferme face à l'agressivité américaine. Résultat, aucune ligne commune, et Trump en profite. L'Union européenne est un navire sans capitaine, moque-t-il sur trousse sociale, et nous ne voulons plus être la bouée de sauvetage. Les premiers effets de cette crise ne se sont pas fait attendre. En bourse, le Nikkei 225 japonais a chuté de 11% en une semaine. Le Dow Jones américain a connu sa pire journée depuis la crise Covid. Les valeurs liées aux semi-conducteurs, aux automobiles et à l'agroalimentaire sont les plus touchées dans les rayons. Aux États-Unis, le prix de nombreux produits importés flambe, plus de 27% pour les voitures japonaises, plus de 19% pour l'électronique sud-coréen, plus de 11% pour certains produits agroalimentaires européens, et cela avant même que les contre-mesures ne soient pleinement appliquées. Certains analystes redoutent un scénario qui semblait inimaginable il y a encore 10 ans, la fragmentation complète du commerce mondial. D'un côté, un bloc américano-centré avec quelques partenaires restants, Israël, Pologne, Hongrie. De l'autre, une alliance anti-sanctions rassemblant la Chine, la Russie, le Brésil, le Japon et potentiellement l'Union européenne si elle perd patience. La fin de l'OMC comme arbitre, la multiplication d'accords bilatéraux de survie et l'apparition de deux systèmes économiques parallèles. Il y a une vérité froide derrière toute cette agitation. Le protectionnisme a un prix. Oui, Trump peut gagner politiquement, mais à quel coût pour l'Amérique ? Son image est écornée, ses alliés doutent, les marchés s'effondrent et le monde s'organise sans elle. Comme l'écrit The Economist, ce n'est pas un divorce commercial, c'est une révolution. Et les États-Unis risquent de se retrouver seuls au milieu d'un système qu'ils ne contrôlent plus. Quand on parle de la lettre virale, il faut bien comprendre une chose, elle n'est pas un accident isolé. Elle est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. En 2025, la Maison-Blanche de Donald Trump n'est plus celle de son premier mandat. Elle n'a plus ses conseillers expérimentés, elle n'a plus ses vétérans de la diplomatie ou du commerce. Depuis sa réélection, Trump a purgé toute opposition interne. Pour Trump, il n'y avait qu'un seul critère de loyauté, lui obéir sans poser de questions. Résultat, un cabinet resserré, rempli de fidèles absolus, des conseillers improvisés, souvent sans expérience diplomatique, une atmosphère de méfiance et de paranoïa constante. Un ancien fonctionnaire a résumé la situation, ce n'est plus la Maison-Blanche, c'est un fan club. L'une des critiques les plus virales venues du Japon, c'est qu'on voyait dans cette lettre un manque de relecture basique, une absence de vérification diplomatique, une incapacité à s'adapter à chaque destinataire, parce que oui, la même lettre a été envoyée à 14 pays, sans modification, sans nuance, sans le moindre effort d'adaptation aux réalités bilatérales. Pour beaucoup, c'est la preuve que la Maison-Blanche n'a plus assez de personnel compétent. Les services de communication et de rédaction sont débordés. Les professionnels ont été remplacés par des militants. Un journaliste japonais l'a résumé ainsi:
C'est l'illustration parfaite du vide administratif laissé par Trump après avoir viré tous les fonctionnaires compétents. Ce n'est pas la première fois que Trump est moqué pour ses fautes. Rappelez-vous, smoking gun, au lieu de smoking gun, les majuscules aléatoires, les formulations enfantines, mais en 2025, le problème est devenu institutionnalisé. Cette lettre n'est pas un tweet, c'est un document diplomatique officiel envoyé à des chefs d'État, et pourtant, le style est resté le même, simple, agressif, sans nuance, rempli d'erreurs. Pour beaucoup d'observateurs, c'est la preuve d'un nivellement par le bas du langage politique. Comme le disait un éditorialiste américain, Trump écrit à des chefs d'État comme il enverrait un SMS à un ami après 3 bières. Malgré cette loyauté extrême, des fuites ont commencé à apparaître. Des employés affirment que la rédaction de ces lettres a été improvisée en 48 heures. Il n'y avait pas de service linguistique dédié. Les corrections ont été jugées non nécessaires. Toute critique interne était perçue comme un acte de trahison. Un ex-conseiller a confié sous anonymat: le président voulait une lettre dure, un ultimatum. Personne n'a osé dire que c'était bourré de fautes et de menaces mal formulées. Ils ont juste cliqué sur envoyer. Résultat, une humiliation mondiale. Pour Trump et ses partisans, c'est pas un problème. Au contraire, ils adorent ce style brut de décoffrage. Ils y voient un rejet de la diplomatie élitiste, un langage direct pour le peuple, une stratégie pour forcer la main des partenaires. Un conseiller officieux a même déclaré: Trump ne veut pas être poli, il veut être craint. Mais cette approche a des conséquences. Elle détruit la confiance entre alliés, elle alimente le nationalisme adverse, elle complique toute négociation sérieuse. C'est le paradoxe du trumpisme, plaire à sa base en détruisant la crédibilité américaine à l'étranger. Quelques chiffres pour comprendre: 36% des cadres du département du commerce ont démissionné ou été remerciés depuis janvier 2025, 40, et 1% des diplomates de carrière affectés aux négociations ont été remplacés par des loyalistes. Budget de la section négociations multilatérales réduit de 29%. Résultat, moins de personnel, moins d'expertise, plus de chaos. Partout dans le monde, la lettre est devenue un mème diplomatique. Au Japon, caricature du président en écolier paresseux. En Europe, éditoriaux sur la fin du soft power américain. En Chine, articles ironiques vantant la rigueur de la diplomatie chinoise. Un diplomate français a même lâché off record. On n'avait pas vu ça depuis les télégrammes de menaces au XIXe siècle, sauf qu'à l'époque, il savait écrire. Mais au-delà du ridicule, il y a un risque réel, car cette lettre établit un précédent. On peut humilier ses partenaires en public, on peut ignorer les formes diplomatiques, on peut menacer ouvertement. Et ça, c'est une brèche que d'autres leaders autoritaires peuvent utiliser. Parce que si la première puissance mondiale le fait, qui l'empêchera, en fin de compte, cette lettre n'est pas juste une erreur de style ou d'orthographe. Elle est un signal que les États-Unis, sous Trump, ne veulent plus jouer selon les règles, qu'ils privilégient la force à la négociation, qu'ils n'ont plus peur d'être vus comme des bullies, et ce signal est reçu à Tokyo, à Séoul, à Bruxelles, à Pékin, à Moscou. En quelques heures, la lettre de Trump au Japon était partout. Sur X, ex-Twitter, sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok. Annotée de fautes corrigées en rouge, parodiée comme un devoir d'anglais d'école primaire, traduite et ridiculisée dans des dizaines de langues, le président le plus puissant du monde écrit comme un ado sur Snapchat. Commentaire viral sur X, au Japon, les hashtags American Bullies et Tarif Letter ont explosé. Des profs d'anglais l'ont même utilisé en classe comme contre-exemple. Autrefois, les missives diplomatiques étaient secrètes, cryptées, transmises via des canaux officiels. Le public ne les voyait jamais. Aujourd'hui, fuite sur les réseaux en temps réel, capture d'écran éternelle, viralisation incontrôlable. La lettre de Trump est un cas d'école. Elle a montré qu'aucun document officiel n'est vraiment privé, que chaque mot peut être disséqué et moqué mondialement, que la communication diplomatique doit s'adapter à la vitesse et à la brutalité d'Internet,
Une note interne américaine a même circulé. Chaque document est une publication potentielle. Écrivez-le comme si tout le monde allait le lire. The Japan Times, un ultimatum rédigé au niveau collège. Le Monde, Trump, la diplomatie du tweet appliquée aux lettres d'État. The Guardian, un naufrage grammatical et politique. Der Spiegel, quand la Maison-Blanche oublie la relecture. Même des médias traditionnellement prudents ont lâché leur ironie. Les fautes sont si nombreuses qu'on se demande si elles n'étaient pas stratégiques. Financial Times. En Chine, la propagande d'État s'est régalée. Regardez l'arrogance et l'amateurisme occidentaux. La Chine, elle, sait écrire des lettres. Derrière les rires, la situation est grave, parce qu'une lettre, c'est pas juste du papier. C'est un symbole de la relation entre deux pays. Et celle-ci a blessé l'orgueil japonais, humilié la Corée du Sud, alarmé l'Europe et conforté la Chine et la Russie dans leur stratégie de division. Un diplomate européen a confié, quand les États-Unis menacent ainsi des partenaires historiques, on se demande s'ils veulent encore avoir des alliés. Cette affaire illustre un bouleversement profond. La diplomatie n'est plus faite juste de mots choisis, de protocoles ou de poignées de main. Elle est instantanée, médiatisée en temps réel, scrutée par des milliards de paires d'yeux et vulnérable à la viralité. Dans ce monde-là, une erreur se propage plus vite qu'elle ne peut être corrigée. Un mot mal choisi peut déstabiliser une alliance. Une lettre bâclée peut déclencher un incident international. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que la forme compte autant que le fond. Qu'un chef d'État ne peut plus se permettre d'écrire n'importe quoi. Que la diplomatie ne survit pas au mépris, à l'amateurisme et à la vulgarité. Parce qu'une lettre n'est jamais juste une lettre. Elle est une arme, elle peut apaiser ou déclencher une guerre. En attendant, les tarifs de Trump sont là, les négociations se poursuivent dans un climat empoisonné. Le Japon et la Corée ont promis des rétorsions mesurées mais fermes. L'Union européenne tente de trouver une réponse unifiée. Et la Chine avance ses pions, discrètement mais sûrement. On ne sait pas encore comment cette crise va se terminer. Mais une chose est certaine, la confiance, elle, est déjà cassée. Cette lettre virale, c'est plus qu'un scandale de communication. C'est un révélateur de la vision du pouvoir trumpiste, de l'état de la diplomatie mondiale, de la fragilité de l'ordre international. Quand un président américain se permet d'envoyer des menaces mal écrites à ses partenaires, qu'est-ce que ça dit sur la place de la diplomatie, sur la démocratie, sur notre avenir commun? Les mots ont un poids, les lettres ont un sens, et la diplomatie n'est pas un tweet. N'oublions jamais ça. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche pour ne rien manquer, et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de la stratégie de Trump? Les États-Unis sont-ils en train de perdre leur statut de leader moral? Comment le monde doit-il répondre à cette nouvelle forme de diplomatie? Merci de votre temps. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle enquête.